Un jardin, quelques brins de muguet, et voici que s'annonce le joli mois de mai. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Pour pousser, fleurir et produire de beaux légumes comme de beaux fruits, les plantes puisent les éléments nutritifs dont elles ont besoin dans le sol qui, au fil du temps, s'appauvrit. Jusqu'à présent, pour nourrir vos plantes, vous alliez dans une jardinerie acheter un engrais si possible naturel et conditionné sous différentes formes, engrais liquide, engrais granulé. Mais savez-vous que le jardin, votre jardin, peut vous fournir une partie de ces engrais? C'est le thème du Rustica de cette semaine qui vous propose un dossier complet sur les différentes techniques pour fabriquer vos engrais, des engrais maison. Récupérer les feuilles mortes ou les déchets de tonte, fabriquer du purin d'ortie pour stimuler la croissance des végétaux, mais aussi, et pourquoi pas, récupérer du marc de café ou des cendres de bois. Vous saurez tout pour recycler, transformer la matière végétale et fabriquer un engrais 100% naturel et surtout entièrement gratuit. À ce propos, savez-vous qu'il existe des plantes qui enrichissent naturellement la terre? Pour les découvrir, retrouvons, si vous le voulez bien, Hubert Fontaine, notre maître jardinier. Comment enrichir son sol en azote sans utiliser d'engrais chimiques? En semant tout simplement des engrais verts composés de plantes de la famille des légumineuses, les fabacées. Ces plantes ont la particularité de pouvoir fixer l'azote de l'air grâce aux racines, grâce aux nodosités, donc le terre sera enrichi sans pour autant apporter d'engrais. Dans cette catégorie, on retrouve le lotier. Le lotier qui se plaît dans un sol pauvre. Il se sème à partir du mois de juin. Une autre plante qui se sème aussi au printemps, c'est la luzerne. Alors la luzerne qu'on peut semer à la fois au printemps et à l'automne. Signe particulier de la luzerne, c'est qu'elle se plaît énormément dans un sol calcaire et puis ses racines vont très profondément. On dit que ça va à plus de 10 mètres de profondeur. Si votre sol est pauvre, je vous conseille de semer les mélimaux. La particularité de cette plante, c'est que ses racines vont très en profondeur, époque du semis à partir du mois de juillet. Un petit peu plus tard, si votre sol est pauvre aussi, je vous conseille de semer le sainfoin. Le sainfoin est très rustique, peu exigeant. La particularité de cette plante, c'est que les insectes pollinisateurs sont très attirés par le sainfoin. On poursuit avec le trèfle incarnat qui attire aussi énormément les papillons. Il se plaît dans les sols très calcaires. On le sème à partir du mois d'août. Les engrais verts qui enrichissent notre sol en azote se sèment pratiquement tous de la même façon. On sème à la volée. Alors pour ça, on prépare bien son terrain avec un croc. On essaie de retirer le maximum de racines. Alors puisque nous sommes dans un semis assez tardif, nous allons semer des févroles, donc à la volée. Les févroles, la particularité, ce sont de grosses graines. Comptez 500 g de graines de févroles pour 20 mètres carrés. On passe maintenant au semis à la volée. Donc nous avons déjà arrangé notre terre et on va répartir les graines sur le terrain. Une fois qu'on a ensemencé notre carré, on va griffer une nouvelle fois par-dessus avec le croc. Alors, ce geste est très important puisqu'il faut absolument cacher toutes les graines. Car il y a un oiseau qui adore les graines de févrole, c'est le pigeon. Donc s'il y a des pigeons dans votre secteur, si les graines sont insuffisamment enterrées, ils les trouveront de toute façon. Eh bien, sachez que toutes les plantes dans le potager ont besoin d'azote pour pousser. Alors, au lieu d'utiliser un engrais chimique, pourquoi ne pas utiliser un engrais vert, une plante qui elle-même va enrichir votre terre en azote? Pour obtenir une belle pelouse, l'un des secrets réside justement dans sa fertilisation. Une fois ce tapis vert installé, vous hésitez à l'utiliser. Et pourtant, il va bien falloir relier les différents points d'un jardin. Pour cela, il existe une solution simple et facile à mettre en œuvre, c'est le pas japonais. Il s'agit en réalité d'une succession de dalles posées à même la pelouse qui vous permettront de déambuler à pied sec sans avoir à réaliser une allée traditionnelle. Pas à pas, suivez le sens de la marche, c'est notre rubrique aménagement. Pour réussir la pose d'un pas japonais, commencez par choisir un tracé judicieux en optant par exemple pour un chemin composé d'un alignement de dalles.
Une pose en quinconce, également possible, calquée sur votre foulée, sera plus confortable à utiliser. Matérialisez ensuite l'emplacement de chaque dalle, dont leur centre sera espacé de 65 cm environ, en vous déplaçant sur la pelouse selon le tracé choisi. Aux emplacements indiqués, posez les dalles sur le sol, puis délimitez l'empreinte de chacune d'entre elles en enfouissant le fer d'une bêche sur les premiers centimètres de la pelouse. Toujours à l'aide de la bêche, soulevez et ôtez la plaque de gazon sur l'épaisseur de la dalle, puis ajoutez 1 à 2 cm destinés à recevoir un lit de sable. Épandre puis égaliser la couche de sable. Pour installer la dalle, positionnez-la sur l'un des côtés, puis inclinez-la progressivement afin qu'elle s'encastre lentement dans l'empreinte. Ajustez l'aplomb et la stabilisation de la dalle à l'aide d'un maillet et d'une cale en bois. Comblez les vides existants autour de la dalle avec de la terre ou du terreau mélangé à du sable pour la maintenir en place et la caler définitivement. Dès la fin de l'hiver, dégagez les arêtes de chaque dalle en coupant à l'aide d'une bêche les bandes de pelouse qui empiètent sur le parement. Et voilà! Les carottes, vous connaissez bien sûr, celles qui sont oranges, les plus classiques. Mais savez-vous qu'il existe des variétés originales, des variétés blanches, jaunes et même rouges? La rubrique terroir de Rustica Mag vous emmène à la découverte d'une variété ancienne, la carotte longue rouge sang violette. Une carotte forte en goût, riche en carotène, que nous présente Xavier Mathias, maraîcher bio en Touraine. Une carotte pourpre à la chair rouge. Xavier Mathias l'a présentée à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. Cette variété violette rouge sang a les faveurs du maraîcher d'Indre-et-Loire. Il y a profusion de carottes, et notamment de carottes oranges. C'est normal, les carottes oranges, elles sont riches en carotène, elles sont parfumées sans être fortes, elles ont été très travaillées, très améliorées. Donc ce sont les sélectionneurs hollandais au XVIIe qui, à partir de souches de carottes du Moyen-Orient, obtiennent par croisement avec des souches européennes ce type de carottes et qui les améliorent. Et on s'est un petit peu formaté, du coup, sur ces carottes oranges qu'on considère comme les meilleures, toutes les autres étant considérées comme soit des carottes pour le bétail, carottes blanches, jaunes, soit des carottes pour l'industrie, notamment la mélasse. C'est-à-dire que les carottes très foncées, presque pourpres, on les considérait juste comme bonnes pour l'industrie. Or, il s'avère qu'il y a des anciennes variétés qui sont vraiment très très bonnes, et notamment pour les amateurs de bêta-carotène, puisque plus une carotte est foncée, plus elle est composée de bêta-carotène. Donc si on joue avec les 4 couleurs de carotte, blanche, jaune, orange et rouge, presque violette, presque pourpre, on a l'échelle de bêta-carotène en fin de compte. Et la plus forte, c'est la dernière, c'est la rouge sang violette. Et moi je suis un grand amateur de carotène, ou à l'inverse, de carottes très douces. C'est-à-dire que moi, les deux que je vais préférer, ce sera soit la blanche, où là la carotène est presque absente, soit la rouge, où là elle est franchement percutante. Et cette carotte rouge sang violette, donc, est une très très ancienne variété, qui a été aussi cultivée assez longuement en Normandie, celle-là. C'est pareil, elle a tout pour plaire, c'est-à-dire qu'elle a une saveur extrêmement marquée. Je trouve qu'à la mouche de la carotte, des 4 variétés que j'ai citées précédemment, c'est celle qui finalement résiste le mieux. Elle a une croissance plus lente que les autres, je trouve. Elle est par exemple beaucoup plus longue à venir que la jaune. Par contre, on va retrouver dans la durée de conservation ce temps de culture un peu long. C'est-à-dire que soit elle pousse doucement, par contre sa conservation est d'autant plus longue. Ça donne vraiment envie d'essayer. Et sachez qu'il existe plein d'autres variétés anciennes qui vont vous changer du quotidien. Fertiliser et enrichir, on l'a vu, permet d'obtenir de beaux légumes, mais aussi de beaux jardins. Dans le Vexin, Nathalie Beck, aidée par son époux Joël, a métamorphosé un ancien corps de ferme en un jardin foisonnant de fleurs qui donne aujourd'hui l'impression d'avoir toujours existé. Partie d'une terre pauvre et ingrate, Nathalie a dû l'enrichir de fumier et de compost pour pouvoir y installer sa collection de roses anciennes, mais aussi ses plantes vivaces. Un jardin ouvert à la visite, au charme raffiné, qui tient compte de l'environnement naturel. Un jardin qui porte aussi très bien son nom, le jardin de campagne.
C'est un jardin qui a un petit peu plus de 20 ans. Et quand on est arrivé ici, c'était une ferme en état de marche, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. À ce moment-là, eh bien en fait, le jardin et l'extérieur de la maison ne ressemblaient pas du tout à ce qu'il est actuellement. Et le propos, c'était de pouvoir installer ici toute notre collection de plantes vivaces, puisque je collectionnais depuis déjà de nombreuses années, et de rosiers anciens. Et de créer un jardin où les gens puissent déambuler et voir les plantes vivaces adultes et associées avec des rosiers anciens. Alors j'ai commencé en fait par noter beaucoup d'idées en fonction des différents lieux, en fonction aussi de ce que j'avais pu voir, visiter et aimer. Nous sommes sur un flanc de colline, donc comme la vue est énorme, on a l'impression de tomber dans la pente. Donc il était important de recréer une sorte d'esplanade et c'est là où nous sommes. Pour tout ce qui est des massifs que nous avons installés, eh bien, je dirais que la démarche est relativement simple. On regarde déjà l'ensoleillement et la qualité du terrain. Il faut savoir que nous étions seulement sur 40 cm de terre, donc nous avons rapporté beaucoup de compost. Et après, pour choisir quelle plante installer, j'ai préféré travailler avec des masses qui vont s'interpénétrer, tout ça s'appuyant sur des rosiers anciens et étant très souvent ponctuées de plantes qui ont la particularité de se ressemer naturellement. Mais il faut qu'il y ait toujours un point d'intérêt à l'intérieur. Je pense que ce que j'aime, c'est ce qui pousse. Je ferais pousser des légumes avec autant de bonheur que des fleurs. Alors le côté fleurs et surtout fleurs vivaces, c'est un côté que j'aime beaucoup parce que très, très poétique. Ce que j'aime, c'est ce côté-là, ça pousse, je le vois pousser, c'est la vie qui naît, le côté créatif. J'aime beaucoup les jardins, j'aime beaucoup visiter les jardins, j'aime beaucoup voir ce que l'esprit humain est capable d'imaginer. Tout simplement d'imaginer dans le domaine du rêve. Et ici, ça m'est venu parce qu'en fait, c'est la rencontre et d'une passion, celle de Nathalie, bien sûr, qu'elle a réussi à me transmettre, et aussi la rencontre avec un lieu. Et des rencontres dans un jardin, on en fait, mais pas forcément des meilleures. Je pense notamment aux mauvaises herbes. Ces indésirables, faut-il s'en débarrasser ou s'en régaler ? Le dossier du prochain numéro de Rustica leur est justement consacré. Il vous donnera des solutions pour éliminer les mauvaises herbes durablement, mais plus surprenant encore, il vous démontrera que ces herbes qui sont mauvaises au jardin sont bonnes dans l'assiette. Quelles sont les espèces qui se consomment? Comment les cuisiner? En soupe, gratin, salade? Des recettes originales et étonnantes qui vont très certainement vous réconcilier avec le désherbage. Mais en attendant, faites donc un dernier tour au jardin pour voir quelles plantes pourraient entrer dans la composition d'un engrais maison. Et n'oubliez pas de nous retrouver, s'il vous plaît, pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Un jardin, des plantations adaptées et surtout bien choisies, une ambiance cosy. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Exigus et difficiles à aménager, les petits jardins rebutent plus qu'ils ne séduisent. Et même à la campagne, comme ici, où la surface par définition ne manque pas, les petites parcelles de jardin sont étriquées et imbriquées les unes dans les autres et donc difficiles à aménager. Et pourtant, il existe des solutions pour faire de l'exiguïté un atout. Alors justement, comment aménager et fleurir un petit jardin, conjuguer les espaces à vivre et les espaces plantés, quelles fleurs choisir, comment les planter? Vous trouverez tous les éléments de réponse dans le Rustica de cette semaine, dont le dossier s'intitule « 50 astuces pour fleurir un petit jardin ».
Vous y trouverez des conseils et des idées pour gagner de la place et composer un décor à votre mesure. Des meilleures plantes à fleurs, aux contenants, bacs, potées, jardinières et suspensions. Vous saurez tout et pourrez transformer votre petit jardin en un Éden de fleurs. Parmi les fleurs de l'été idéales pour les petits jardins, il y a le géranium, ou plutôt les géraniums, tant il y en a. Pour vous y retrouver dans la grande famille des géraniums, Hubert Fontaine va vous aider. Voici la grande famille des géraniums, des pélargoniums, souvent décoratifs pour leurs fleurs, mais ils sont parfois décoratifs aussi pour leur feuillage et parfois même pour leur parfum. Commençons par les géraniums lierres simples, les fameux rois du balcon. Ils sont roses, rouges, violets même. Ce sont les fameux géraniums qu'on retrouve sur les rebords de fenêtres qui débordent en Alsace. Ce sont des géraniums retombants. Dans une autre catégorie, dans les lierres, on retrouve les lierres à fleurs doubles, qu'ils soient rouges, panachés, violets. Ils sont moins retombants, mais l'aspect décoratif est compensé par la grosseur des fleurs. Passons maintenant au géranium zonal, le fameux géranium droit. C'est ce fameux géranium qu'on conservait autrefois dans les greniers, pendu par les racines. Alors géranium zonal à cause de son feuillage, un feuillage qui est zoné. On voit bien la différence des couleurs entre le vert et le vert foncé. Il existe une multitude de couleurs dans les fleurs, mais le dénominateur commun avec le géranium zonal, c'est la grosseur des fleurs, un véritable pompon. Un pompon qui parfois a tendance à pourrir à la cime pendant que les autres boutons ne sont pas terminés. Les pélargoniums, c'est une variété classique qu'on retrouvait aussi autrefois en pot, plutôt à placer mi-ombre. Mais il existe son petit cousin maintenant, légèrement plus petit, nettement plus petit, avec un feuillage qui ressemble un peu à du persil. On les retrouve de différentes couleurs, il en existe du rose, voire du violet, plus petit mais beaucoup plus fleurifère. Et puis on va terminer avec un pélargonium, le pélargonium qui éloigne les fameux moustiques, celui qui est au senteur de la citronnelle. Si vous frottez son feuillage, il y a un petit goût de citron et paraît-il que ça éloignerait les moustiques sur le rebord de votre fenêtre. Qu'ils soient simples ou doubles, les géraniums ou les pélargoniums, surtout retirez bien toutes les fleurs fanées au fur et à mesure de façon à ce qu'il y ait de nouveaux boutons qui remontent par la suite. Le développement vertical des plantes grimpantes est adapté aux petits jardins pour créer un cocon de verdure, mais aussi pour dissimuler des murs disgracieux. Le lierre est l'une des espèces les plus courantes. Son feuillage vert et persistant permet de dissimuler un mur sur lequel il s'accroche grâce à ses racines crampons. Des racines crampons qui, avec le temps, risquent de détériorer les parements. Mieux vaut alors s'orienter vers des plantes grimpantes qui ne possèdent pas d'organes de fixation, mais qui en revanche demandent l'installation et exigent l'installation de fils de fer ou de treillage, un support sur lequel on va palisser et accrocher leurs rameaux. Voici donc une sélection de plantes grimpantes sélectionnées pour leur feuillage et leur floraison. Et si vous hésitiez encore en raison de l'ampleur qu'elles peuvent prendre, sachez qu'il existe une solution originale. Les arbres fruitiers conduits en espalier plantés au pied de la façade, ils ne l'abîment pas et vont la couvrir de feuilles et peut-être même de fruits. Parmi les plantes grimpantes qui ne risquent pas de détériorer les façades mais qui imposent l'installation d'un support, la vigne à raisin allie l'utile à l'agréable. Agréable pour son feuillage ample et vert se colorant de teintes flamboyantes en automne. Il s'épanouit sur de longs sarments, parfois envahissants et qu'il ne faut pas hésiter à couper, issus de rameaux conduits en treille le long de la façade. Mais la vigne dite de table est aussi utile pour sa production de raisins. Plutôt discrète, à la fin du printemps, les grappes profitent de l'été pour se former et se récoltent dès le mois d'octobre. Réputée pour sa floraison printanière, réunissant d'innombrables grappes de fleurs bleues délicatement parfumées, la glycine de Chine déploie ensuite un généreux feuillage très décoratif. Il est composé de petites feuilles vertes prenant de jolies teintes jaune d'or en automne. Ce drapé de verdure est idéal pour masquer un enduit en mauvais état, à condition toutefois de palisser solidement les rameaux à la façade. Mais la reine des plantes grimpantes est certainement le rosier grimpant qui compte d'innombrables variétés dont le feuillage vert brillant valorise les fleurs. Préférez les roses remontantes, celles qui fleurissent tout l'été de juillet à octobre, et choisissez de préférence les plus parfumées. Surtout si celles-ci sont plantées à proximité d'une porte d'entrée ou d'une terrasse. Vous profiterez alors de délicieuses fragrances. Ici, les branches souples illuminées par les grandes fleurs bleu clair de la clématite perle d'azur s'appuient sur les rameaux du rosier et hissent au plus haut sa belle floraison. À l'ombre, en revanche, le schizophragma,
un proche cousin de l'hortensia grimpant, possède des rameaux qui se fixent tout seuls sur le mur grâce à ses racines aériennes. Les feuilles caduques sont vertes et dufteuses. Les inflorescences apparaissent en juin-juillet et mesurent 20 cm de diamètre. Les fleurons simples du centre sont entourés de bractées blanches évoquant la finesse d'une broderie. Pour couvrir rapidement et illuminer une façade, rien de mieux que le houblon doré, dont les tiges atteignent 7 à 8 mètres de haut. Elles s'enroulent avec vigueur autour du support, mais supportent une taille sévère, limitant leur prolifération. Elles portent de jolies feuilles palmées teintées de jaune d'or en début de croissance, tirant sur le vert en fin d'été. Rustique et vivace, le houblon repousse chaque année de la base après avoir entièrement rabattu les tiges en hiver. À ses côtés, la vigne vierge ne produit pas de raisin comme son nom l'indique, mais présente un abondant feuillage vert déclinant de subtiles tonalités chaudes en automne. Les ventouses, dont sont équipés les rameaux, lui permettent de s'accrocher toutes seules sur la façade, mais elles sont redoutables pour les revêtements muraux vétustes. Mieux vaut alors les planter au pied d'un mur dont l'enduit est neuf. Enfin, un arbre fruitier conduit en espalier, ici un poirier, cumule plusieurs attraits. Adossé sur la façade, il est doté d'une jolie silhouette, produit un beau feuillage vert et se pare d'une magnifique floraison printanière. Sans oublier des promesses de fruits pour l'automne. Des fruits, voilà une belle idée alliant l'utile à l'agréable et permettant de cumuler plusieurs attraits lorsque l'on a un petit jardin. Ah, les petits jardins, on est parfois un peu désemparé au moment de les aménager. Comment organiser et répartir l'espace judicieusement? Par quel bout commencer? Et surtout, quels sont les moyens permettant d'éviter les erreurs, parfois irréversibles? Pour cela, nous nous sommes rendus dans le jardin privé d'André-Ève. Le célèbre rosiériste et créateur de roses a installé l'ensemble de sa collection de roses anciennes dans un jardin tout en longueur et clos de murs, au point d'en faire oublier l'étroitesse des lieux. Pour concevoir et aménager un petit jardin, voici quelques principes à suivre. Principe numéro 1. Libérez le centre de votre jardin. N'encombrez surtout pas le cœur de votre jardin. Le premier réflexe, lorsque l'on possède un jardin, consiste à planter à tout va et parfois n'importe où. Sachez qu'il faut éviter de planter des végétaux et a fortiori des arbres à grand développement au cœur même du jardin. Pour préserver le sentiment d'espace, installez au centre une pelouse, une terrasse ou une allée engazonnée. Reportez alors les massifs en périphérie de ces aménagements, contre la clôture par exemple, en veillant à libérer depuis la maison un champ visuel le plus large possible. Cela contribue grandement à donner de la profondeur au décor. Dans le fond du jardin, au terme de cet axe que vous aurez soigneusement dégagé, installez un point focal. Choisissez un ornement décoratif comme du mobilier de jardin ou un banc en pierre qui attirera le regard et soulignera la mise en perspective du décor. Principe numéro 2. S'accaparer la végétation environnante. Profitez des atouts qu'offrent les arbres plantés chez vos voisins ou dans la rue sans avoir à en supporter les inconvénients. Les sujets à grand développement possèdent des racines conquérantes et génèrent une ombre importante qui nuit à la croissance des végétaux plantés à leurs pieds, sans compter les feuilles à ramasser en automne. Implantez en priorité les massifs en limite de votre propriété, de telle sorte qu'ils s'appuient sur les frondaisons voisines. Vous bénéficierez d'une toile de fond généreuse et créerez l'illusion qu'ils sont chez vous. Principe numéro 3. Dissimuler les limites du jardin. Cachez les clôtures, les murs et les haies. Pour cela, les massifs d'arbustes, de rosiers ou de fleurs, mais aussi des pergolas et des tonnelles garnis de plantes grimpantes, sont placés en priorité sur le pourtour du jardin. Vous créerez alors l'illusion que le décor se prolonge au-delà des limites de la propriété et produirez un réel sentiment d'espace. En suivant ces principes, pour aménager un petit espace, vous profiterez d'un décor aux proportions harmonieuses et ferez de l'exiguïté un atout. Et croyez-moi, vous risquez bien d'être surpris, car votre jardin pourrait bien paraître plus grand que vous ne l'auriez imaginé. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Plantes fleuries, plantes grimpantes, conseil d'aménagement, vous avez désormais tous les éléments pour fleurir et embellir votre petit jardin. Petit ou grand, il va falloir planter le jardin. Et pour cela, le budget consacré aux végétaux est souvent assez important. Pour le réduire sensiblement, vous pourrez avoir recours à la multiplication. Semis, marcottage, division, les modes de multiplication sont nombreux, mais il y en a un qui est particulièrement divertissant, c'est le bouturage. Divertissant, c'est le mot, car il est toujours amusant de voir pousser des racines sur un fragment de tige repiqué dans un verre d'eau. Le bouturage dans un verre d'eau se pratique justement entre le mois de juin et juillet et concerne les végétaux à floraison estivale tels que le laurier rose.
Mais je suis sûr que le succès d'une bouture de laurier rose passe par quelques astuces qui vont vous être révélées par le maître en la matière, Hubert Fontaine. S'il y a bien une plante qui évoque le soleil, c'est le laurier rose. Et pourtant, c'est une plante qui est facile à bouturer. La réussite d'une bouture de laurier rose passe obligatoirement par le choix de l'extrémité de la tige que vous allez prélever. Si vous prélevez une tige qui est trop longue, vous aurez des difficultés pour la reprise. Alors souvent sur un laurier, il y a des jeunes pousses et c'est une jeune pousse dont les entrenœuds sont assez serrés. C'est la bouture idéale pour réussir. Surtout, la bouture ne doit pas être boutonnée avec de futures fleurs dessus. Maintenant que nous avons coupé notre bouture, il nous faut un verre rempli aux 2/3 d'eau, un morceau de charbon de bois que nous allons mettre à l'intérieur. Alors, la particularité du charbon de bois, ça évitera que l'eau prenne de mauvaises odeurs. L'eau restera toujours bien claire. Et puis, un film étirable. On va commencer par mettre le film étirable sur le verre. Alors, la raison est assez simple, c'est pour éviter justement l'évaporation, c'est-à-dire que la bouture vivra pratiquement à l'étouffer, mais simplement la tige. Maintenant, nous allons faire notre bouture. Donc, c'est une bouture qui a plusieurs entrenœuds, on a plusieurs feuilles, donc plusieurs zones de feuilles. On va couper juste sous la feuille. Mais avant de couper, on va d'abord retirer les feuilles, sans déchirer la tige, des deux côtés. Maintenant, nous avons notre entrenœud qui est situé à cet endroit. On va couper juste sous le nœud. Et on va maintenant mettre cette bouture dans le verre. Alors pour éviter l'évaporation, on peut toujours recouper l'extrémité des feuilles. Voilà, maintenant notre bouture est prête. On va pouvoir la mettre à l'intérieur et en la piquant dans notre film étirable. Pour ça, on va faire un tout petit trou, juste au milieu. Et on va glisser la bouture de façon qu'elle trempe légèrement dans l'eau. Voilà, maintenant notre bouture est terminée. Avec ce film étirable, ça évitera l'évaporation. Comptez plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir les premières racines. Surtout, exposez cette bouture de laurier rose au soleil, bien à la lumière et bien à la chaleur. Chaleur, lumière et patience, on l'a bien compris. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la manière de multiplier les végétaux, j'ai moi aussi un conseil à vous donner. Procurez-vous le prochain numéro de Rustica, dont le dossier est consacré aux plantes à multiplier maintenant. Les plantes fleuries, mais aussi les plantes aromatiques et certains légumes. Mais surtout, ce numéro spécial est accompagné en supplément d'un carnet pratique de 32 pages, Multipliez vos plantes. Des conseils, des pas à pas, des astuces pour réussir le bouturage et le marcottage des plantes vivaces, des arbustes et même des plantes d'intérieur. Désormais, vous pourrez dire « j'ai la main verte ». Mais d'ici là, faites donc un tour au jardin pour terminer la plantation de vos jardinières et de vos massifs. Pour colorer l'été, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Un jardin, des massifs bien fleuris et des petits fruits qui commencent à colorer. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Dans votre jardin, les plantations de printemps sont en cours, voire peut-être terminées. Et avec le printemps précoce que nous avons, tout pousse. En faisant un petit tour de jardin, comme nous aimons le faire nous les jardiniers, le soir ou le matin à la fraîche, vous avez peut-être constaté des trous, des vides, des manques. Ici, un arbuste qui n'a pas pris l'envergure espérée, là des fleurs qui n'occupent pas suffisamment l'espace. Il est encore temps de planter ou de semer des espèces qui poussent vite. C'est le thème du Rustica de cette semaine qui propose un dossier complet sur les meilleures plantes bouche-trous au jardin. Des plantes achetées déjà adultes et fleuries ou des variétés de fleurs à semer et qui poussent vite au jardin comme au potager. Vous y découvrirez toutes les techniques pour combler les retards, mais aussi les meilleures variétés qui poussent en un temps record. Alors, au jardin, y a-t-il des fleurs que l'on peut encore semer et planter maintenant? Comment procéder? Jusqu'à quand? Lesquelles sont-elles? Éléments de réponse avec Hubert Fontaine, notre maître jardinier.
Jusqu'à la fin juin, il est possible de semer ou de planter des fleurs annuelles qui vont fleurir jusqu'à la fin de l'automne. Alors vous avez le choix entre différentes fleurs annuelles vendues en godet, comme les tabacs par exemple, mais vous trouvez aussi des agératums, des bégonias, des sauges rouges, des sauges bleues, enfin toute une quantité de plantes qui sont disponibles actuellement dans les jardineries. Mais si vous faites le choix d'un semis, à ce moment-là, il faut faire une petite sélection de plantes qui poussent très vite à partir de maintenant jusqu'en plein été. Alors on a par exemple les œillets d'Inde, les escolzias, les roses d'Inde, les zinnias et pourquoi pas les capucines. Pour bien réussir un semis de fleurs annuelles, et ici nous allons semer des capucines, il faut tout d'abord bien préparer sa terre, bien la désherber, retirer les racines de chien-dent et de liseron. Une fois que vous avez bien préparé votre terre, vous ajoutez un petit peu de terreau par-dessus de façon à bien l'alléger. Tirez un trait, et pour ça vous allez vous servir d'un cordeau, tracez un sillon avec une serfouette, pourquoi pas. Une fois que vous avez tracé votre sillon, vous allez bien arroser le fond de ce sillon jusqu'à blanc d'eau. Il faut qu'il y ait un bon arrosage au départ, un arrosage de fond. Une fois que l'eau est bien infiltrée, vous allez semer vos graines de capucine, mais au lieu de les semer en ligne, vous allez les semer en poquets de 3, un petit peu comme des pois, tous les 20 ou 25 cm. Une fois que vous avez placé vos graines de capucine, vous allez les recacher sur 2 ou 3 cm d'auteur avec la terre qui est à la périphérie et surtout n'utilisez pas de la terre humide, elle doit être bien sèche. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à tasser légèrement, arroser à la pomme par-dessus. D'ici une semaine, vos capucines vont commencer à lever. Ici, il s'agissait de la capucine, la variété Alaska en mélange. La particularité de cette capucine, c'est qu'elle a un feuillage panaché. Alors, comme toutes les capucines, on peut à la fois manger ses jeunes feuilles ou ses fleurs dans une salade. Et si vous conservez les graines, vous les mettez au vinaigre, vous les consommerez comme des capres, des capucines qui cet été vont gagner sur cette allée. On peut compter pratiquement jusqu'à la moitié. Elles vont s'élargir au moins de 50 cm, voire à 1 mètre de largeur. S'épanouir, s'élargir, prendre de l'ampleur, c'est bien, mais pas trop, car il va falloir que l'on puisse circuler dans le jardin et surtout utiliser les allées confortablement. Toutefois, vous allez me dire qu'il est plutôt élégant d'avoir un débordement de feuilles et de fleurs sur les cheminements. Cela permet d'atténuer une bordure trop linéaire, mais aussi de cacher un revêtement de sol trop présent. Cependant, un peu d'ordre n'est pas pour déplaire aux jardiniers et une bordure minérale mettra tout le monde d'accord. Pour les jardiniers, l'un des problèmes consiste à faire en sorte que chacun reste bien à sa place. Chacun, c'est d'un côté les plantes vivaces ou à fleurs et de l'autre côté la pelouse. Une solution, c'est la bordure. Parmi les différentes solutions, il y en a une extrêmement simple qui consiste à utiliser une bêche et à découper la pelouse pour faire une bordure parfaitement nette et précise. Et pour échapper à l'aspect éphémère des bordures découpées à la bêche, vous allez pouvoir opter pour des bordures minérales qui, une fois en place, vont durer des décennies. À commencer par les pavés que l'on trouve dans toutes les régions. Ces petits carrés de grès, de granit ou de calcaire, posés bout à bout et solidement ancrés dans le sol avec une semelle en béton, vont vous permettre de réaliser des bordures parfaitement alignées. Et vous allez même pouvoir faire des angles impeccables. Mais ces bordures, vous allez également pouvoir les utiliser pour accompagner une allée sinueuse. Effectivement, les pavés étant de petite taille, vous allez pouvoir les assembler pour suivre un tracé très précis, en courbe, comme ici le long de cette allée engazonnée. Dans les régions où la brique rouge en terre cuite est très utilisée pour la construction des bâtiments, on va pouvoir l'utiliser pour réaliser de très jolies bordures. Ces bordures, également scellées sur une semelle en béton pour assurer une bonne stabilité, réunissent des briques posées de champ, soit en rang seul, soit en double rang, comme ici, pour souligner et renforcer le tracé. Et comme pour les pavés, les briques sont de petite taille, ce qui permet de réaliser des bordures arrondies aux courbes très élégantes.
Les traverses de chemin de fer et les poutres en chêne qui ont été utilisées ici dans ce verger sont une solution champêtre et rustique. Beaucoup plus lourde, il suffit tout simplement pour les installer de les poser sur un lit de sable. Enfin, quel que soit le type de bordure, arrangez-vous pour qu'elle soit toujours posée au même niveau que la pelouse. Cela facilitera grandement la tonte et vous obtiendrez ainsi des délimitations toujours très propres et d'allure très soignée. Rustica Mag vous propose régulièrement une rubrique cuisine dans laquelle vous allez découvrir des recettes sucrées ou salées utilisant des produits du jardin, du verger ou du potager ou de notre terroir. Des recettes filmées à la manière d'un pas à pas où chaque étape est expliquée afin de vous aider à les réussir. Les petits fruits commencent à mûrir d'ici quelques semaines, ce sera au tour des cassis et des groseilles, mais maintenant au jardin, ce sont les fraises et les framboises qui commencent à se colorer. Pour régaler les gourmands, nos experts en cuisine ont concocté une recette de macarons à la framboise. Pour commencer, versez la poudre d'amande dans le bol d'un mixeur, puis ajoutez le sucre glace. Mixez la préparation afin d'obtenir une poudre très fine. Versez la poudre dans un saladier au travers d'un tamis pour ne garder que les particules les plus fines. S'il reste de gros grains d'amande, ne les rajoutez pas. Battez les blancs d'œufs à l'aide d'un fouet électrique, puis ajoutez le sucre en poudre. Continuez à fouetter jusqu'à obtenir une meringue brillante et lisse. Ajoutez une pointe de colorant naturel rose et mélangez bien la préparation. Incorporez le mélange et remuez délicatement avec une spatule. Pratiquez des gestes amples. Il faut soulever la pâte du bas vers le haut sans l'écraser. Elle doit devenir brillante et lisse. À l'aide d'une poche à douille de 8 mm, dressez les macarons sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Laissez reposer 1 heure à température ambiante. Faites préchauffer votre four à 145 degrés avant d'enfourner les macarons pendant 12 à 15 minutes. Lors de la cuisson, vous verrez alors la collerette se développer. Laissez refroidir les macarons, puis détachez-les délicatement du papier sulfurisé. Rangez-les 2 par 2 selon leur taille. Terminez en les garnissant d'une cuillerée de confiture de framboise et laissez-les reposer 2 à 4 heures avant de les déguster. Réussis ces petits macarons, mais ce sera pour tout à l'heure. En attendant, le mois de juin est le meilleur moment pour visiter les jardins. En Picardie, Catherine Guévenoux voue une passion pour l'art, les plantes et les jardins. Une vingtaine d'entre eux sont nés de cette passion dans un parc du 18e, les jardins de Mézicourt. Nous avons acheté cette propriété qui était en ruine sur un coup de cœur il y a une vingtaine d'années. Le jardin, il n'y avait pas de jardin, il y avait une forêt vierge sur la partie de l'ancien parc. Et il y avait 1,8 hectare de terrain au départ et maintenant on est sur une douzaine d'hectares dans le village. Alors, la maison a été construite au milieu du XVIIIe siècle par un petit aristocrate. C'est typique de l'architecture picarde avec l'appareillage en briques et pierre et ses grands toits d'ardoise. Autour du château, à l'avant, il y a une petite cour d'honneur qui est inspirée, en fait, je pense, de Versailles, tout simplement, puisque l'aristocrate qui a fait construire cette propriété était page dans les écuries à Versailles, donc il avait dû voir le petit Trianon, le grand Trianon. J'ai voulu d'abord faire un jardin familial, parce qu'il n'était pas destiné à la visite. C'était un jardin où mes enfants pouvaient jouer sur les allées. J'ai vécu en Angleterre, je trouvais que c'était moins prétentieux de faire une cour d'honneur avec de la pelouse plutôt que du sable. Donc le jardin s'est fait en s'inspirant de mes souvenirs d'enfance, de mes voyages, de mes émotions. C'est pas un jardin intellectuel, c'est un jardin d'émotions en fait et de souvenirs.
On a ici, dans la région, une architecture qui est très, très douce, en fait, avec des couleurs pastel. La brique est un petit peu rose orangé. Les ardoises, les tuiles flamandes, tout ça, et la pierre très très blanche. Donc, je me suis inspirée de ces couleurs pour créer les massifs, en fait, qui répondent aux murs et aux toits d'ardoise. Il n'y a que dans les lointains où là, j'ai laissé aller la couleur, parce qu'on est plus proche des bâtiments principaux. J'ai voulu recréer des espaces fermés pour se tenir à l'abri du vent et en même temps recréer ce que j'avais connu à Versailles quand j'étais aussi enfant, puisque je jouais beaucoup dans le parc de Versailles quand j'étais enfant. Et je voulais recréer ces bosquets en fait. Le principe du bosquet, une allée qui emmène vers un espace clos. Dans le jardin, il y a beaucoup d'animaux, en fait parce que c'est la vie tout simplement, ça fait partie de la nature. Les enfants qui viennent ici sont contents de voir des animaux. On les choisit simplement pour le décor. Il y a des pigeons blancs, des poules chinoises gris pâle, des oies. C'est des animaux tout simples et qui ne demandent pas beaucoup d'entretien en général, très rustiques. Alors on me dit quelquefois dans le jardin, quel courage vous avez. Je n'estime pas avoir du courage, je suis en liberté et je fais ce qui me plaît. Donc pour moi, ce n'est pas un travail, c'est une façon de se tenir debout. Je pense que c'est une vraie thérapie. Le jardin comme thérapie, incontestablement un lieu pour se ressourcer, se changer les idées et se reposer. Mais c'est également un lieu où l'on ne cesse d'apprendre. Tenez, savez-vous que certains légumes se taillent? Oui, comme au verger, il y a des tailles à faire au potager. Ce sujet, vous le découvrirez dans le dossier du prochain numéro de Rustica qui s'intitule « Les tailles au potager ». C'est d'ailleurs le moment de tailler les tomates, les aubergines, les melons et bien d'autres légumes d'été qui produiront plus et mieux. Au potager, désormais, à l'arrosoir et au semoir, il faudra rajouter dans la panoplie du jardinier le sécateur. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour garnir les dernières places libres qui vous restent et avoir de beaux massifs pour cet été. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Des roses, reines des jardins, des tomates, stars du potager, un jardin fleuri et gourmand, bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Rustica Mag. Dans quelques jours, nous entrerons dans la plus belle des saisons, l'été. Récoltes abondantes, floraisons généreuses sont au programme, mais l'été est aussi source de petits tracas. Les parasites et les maladies font leur apparition. Au potager, la sécheresse et les coups de chaud contrarient la croissance des légumes, tout comme les orages violents qui saturent les sols. Des tourments qui contrarient le jardinier. Alors pour passer un été sans souci, Rustica a pensé à tout et surtout à vous. Lutter contre les ennemis au potager comme au verger, s'affranchir des caprices de la météo et anticiper les arrosages à l'approche des vacances, le Rustica de cette semaine vous révèle dans tous les domaines liés au jardin les trucs et les astuces pour partir en vacances l'esprit serein, aborder l'été sans souci et surtout profiter de cette saison et de ses récoltes. Au potager, les récoltes de tomates sont parfois compromises par une redoutable maladie, le mildiou. Retrouvons Hubert Fontaine qui va nous indiquer comment faire pour échapper à cette maladie. Une maladie qualifiée par notre expert de véritable fléau. Appelée aussi la peste noire, le mildiou est sans aucun doute la maladie la plus terrible à la fois pour les jardiniers, les viticulteurs et les agriculteurs. Le mildiou est un champignon dont les effets peuvent être catastrophiques.
Pour éviter justement d'avoir cette maladie grave, concernant la vigne, il faut toujours avoir une vigne bien aérée. C'est-à-dire qu'en début de production, à partir du mois de juin-juillet, il faut surtout retirer les gourmands qui sont le long de la charpentière de façon à ce que ça soit bien aéré. Concernant les tomates, l'attaque est catastrophique puisque si on ne lutte pas contre le mildiou, la totalité des pieds de tomates peuvent disparaître et mourir en quelques jours. On constate la maladie lorsqu'on a les premières feuilles qui commencent à noircir. Il y a une petite gouttelette d'eau et si l'humidité reste en permanence, il y a des taches noires qui commencent à se propager. C'est le début du mildiou qui attaque vos pieds de tomates. Au fil des jours, eh bien, le mildiou va continuer à attaquer et à progresser, surtout si la température est de l'ordre de 20 degrés sous l'humidité. Alors quand on a une feuille de tomate qui est malade, il faut commencer déjà à la couper. Donc vous allez la couper avec un sécateur de façon à éviter que le mildiou se propage sur la totalité. Évitez toujours les feuilles qui traînent par terre puisque les feuilles avec l'humidité risquent aussi d'attraper le mildiou. Il faut que vos pieds de tomates soient bien aérés, il faut qu'il y ait de l'air entre vos pieds de façon que l'air circule bien et que les feuilles sèchent. Si vous avez un feuillage beaucoup trop compact, c'est là que vous aurez une attaque de mildiou. Et puis, la meilleure solution, puisqu'on a parlé d'humidité, eh bien, c'est de mettre une toiture sur vos pieds de tomates sous serre, où maintenant il existe des toitures spéciales tomates qui vont permettre justement d'éviter d'avoir de l'humidité sur les feuilles. Toujours en vous arrangeant qu'il y ait toujours de l'air par-dessous. Et puis pour terminer, si vraiment vous avez une grosse attaque de mildiou, surtout, n'hésitez pas à pulvériser de la bouillie bordelaise sur le feuillage, avec modération, hein, bien entendu, pour éviter que ce mildiou contamine les autres pieds, qu'il s'agisse des pieds de tomate, des pommes de terre ou de la vigne. Traiter avec modération, c'est bien entendu. La tomate est le légume de l'été par excellence. On en a tous cultivé un pied, que ce soit au jardin ou sur le balcon, car la tomate s'accommode très bien de la culture en pot. Originaire d'Amérique du Sud, savez-vous qu'il existe aujourd'hui plus de 12 000 variétés différentes de tomates recensées dans le monde? Du potager à l'assiette, cette diversité permet d'échapper à la traditionnelle tomate rouge et ronde. En Touraine, le potager de la Bourdaissière abrite le conservatoire de la tomate. Cette collection, unique en France, que l'on doit à Louis-Albert de Broglie, réunit plusieurs centaines de variétés de tomates différentes. Nicolas Toutain, le jardinier en chef de ce conservatoire, nous présente deux variétés de tomates surprenantes, aux coloris et aux formes assez inhabituelles. Une tomate en forme de poire. La variété Black Pear est cultivée au potager conservatoire du château de la Bourdaissière. Nicolas Toutain, le jardinier en chef, est un spécialiste de ce fruit savoureux. Là, nous sommes sur la variété Black Pear. Alors Black Pear, c'est une tomate qui, comme son nom l'indique, est en forme de poire et elle est classée parmi les tomates noires parce qu'elle est de couleur rouge-brun lorsqu'elle est à maturité. Et la chair est de la même couleur à peu près, avec donc brune avec des reflets rosés. C'est une tomate d'ailleurs qui a une chair assez juteuse et fruitée. Donc la spécificité aussi de cette variété, c'est d'avoir des feuilles qu'on appelle feuillage de pommes de terre. En fait, c'est une feuille assez large, une feuille plutôt entière qui contraste avec la feuille découpée que la tomate peut avoir normalement. Généralement, le gabarit de poire noire, c'est ce gabarit-là. Et là, on en a une qui est un petit peu plus grosse, donc elle est plutôt hors gabarit. Une tomate en forme de poire, c'est peu courant, je vous l'accorde, mais vous n'avez pas tout vu. Voici une variété encore plus originale, la tomate jaune à farcir. Ça, c'est une variété qui est originale, en forme de poivron, comme peuvent l'être d'autres variétés, mais on n'en a quand même pas beaucoup parmi cette collection de tomates. Là, vraiment en forme de poivron, creuse comme des poivrons. Donc, comme l'indique son nom jaune à farcir, c'est une tomate qui est idéale pour farcir. Elle est vraiment creuse, elle n'a pas de jus du tout. C'est une chair assez ferme qui va bien supporter la cuisson et donc ça va faire une tomate farcie qui ne s'éclate pas à la cuisson. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Après, donc cette tomate jaune à farcir, c'est vraiment pour farcir. En salade, ça n'aura pas tellement d'intérêt parce que voilà, la chair est quand même peu épaisse et peu juteuse. Donc c'est vraiment pour accueillir de la farce. En matière de culture, donc c'est une tomate qui serait plutôt de mi-saison.
Et après, on voit que c'est une plante qui a une croissance quand même assez vigoureuse, donc qui peut faire 1,80 m assez facilement et qui se cultive très facilement. Celle-là, il n'y a aucun problème pour cette variété-là. Semées et cultivées chaque année par Nicolas Toutain, ces 2 variétés ainsi que les 600 autres qui constituent la collection du Conservatoire de la tomate sont visibles sur pied et donc en vrai tout l'été au château de la Bourdaissière qui a vu ce printemps la naissance d'une micro-ferme maraîchère. Quittons le potager et abordons le monde fantastique des roses. Le créateur de roses, André Ève, a installé sa collection personnelle au cœur de la ville de Pithiviers, dans le Loiret. Pour Rustica Mag, il évoque sa passion pour la reine des fleurs, mais aussi les principes qui ont motivé l'aménagement de son jardin et sa manière bien à lui d'associer les roses, les fleurs et les feuillages colorés. Dans une rose, j'aime tout. Le parfum d'abord, la couleur et le parfum. J'aime bien les roses pâles, parfumées, très élégantes. J'ai commencé à en faire greffer par 3 ou 4 de chaque à un pépiniériste local. Et puis ça a été une progression très rapide par les visiteurs qui venaient redécouvrir les roses anciennes qui étaient abandonnées. On découvre des nouvelles roses partout. Et beaucoup d'amis m'ont aidé à remettre en multiplication des variétés que l'on ne trouvait pas en France. J'ai des rosiers qui viennent de Nouvelle-Zélande, j'ai des rosiers rapportés d'Uruguay, de tous les pays pratiquement. C'est un jardin tout en longueur. Il a 18 mètres de large sur 60 en profondeur. Nous sommes arrivés ici à une époque où j'arrêtais toutes mes activités. J'avais toujours fait de l'entreprise de jardin et créer un jardin pour moi avec mes goûts personnels, ça me plaisait beaucoup. On a commencé par défricher tous les arbres morts, les ronces, les orties. J'ai labouré un motoculteur en commençant le long d'un mur en finissant de l'autre côté. Et après j'ai dessiné un plan de jardin. Je voulais un jardin romantique. J'ai voulu associer le rosier avec d'autres plantes pour que le jardin soit fleuri continuellement. Je trouve que la compagne idéale du rosier, c'est la plante vivace. Et là, j'ai mis beaucoup de vivaces de printemps, d'été et d'automne. J'ai voulu des circulations sur gazon, en faisant des passages étroits. Et puis je trouve que les courbes vont bien avec les volumes du rosier. J'ai fait beaucoup de courbes qui contournent les massifs. Ça permet sur un petit jardin de découvrir à chaque fois que l'on tourne autour d'un massif. Moi j'aime bien employer du bleu, des delphiniums avec des rosiers roses pâles par exemple. Et aussi des feuillages colorés. Tous ces feuillages colorés apportent de la clarté dans le jardin. Et nos roseraie classiques, ce sont des rosiers en fleurs en mai, juin et septembre. Mais un jardin doit être beau toute l'année. Faire le tour du jardin le matin, à l'aube, parler aux fleurs, ça fait partie des plaisirs du jardin. Parmi les plaisirs du jardin, il y a celui de récolter et de cuisiner ses propres fruits et légumes. La rubrique Avenir de Rustica Mag vous propose une recette de confiture qui devrait plaire à André Ève, la confiture de rose. Comment transformer ces pétales en une délicieuse gelée, vous le saurez en suivant la recette filmée concoctée par nos experts en cuisine. Coupez les tiges des roses, puis prélevez les pétales en retirant les pucerons et autres petites bêtes. Pour cette recette, il est important de prendre des roses non traitées. Déposez les pétales dans une grande bassine et couvrez-les d'eau froide. Nettoyez-les délicatement, puis égouttez-les. Transvasez les pétales dans une grande casserole et versez 1 litre d'eau froide. Faites chauffer pour porter l'eau à ébullition. Laissez frémir 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les pétales soient gris et l'eau bien rose. Filtrez le jus obtenu à l'aide d'une passoire, jetez les pétales et laissez refroidir le liquide. Ajoutez alors le sucre et l'agar-agar
en mélangeant bien à l'aide d'un fouet. Portez le mélange à ébullition et laissez frémir 30 secondes, puis retirez du feu. Versez la préparation dans des pots à confiture stérilisés, retournez-les et laissez-les refroidir. Vous trouverez plein d'autres recettes de confiture et de marmelade d'été dans le prochain numéro de Rustica, dont c'est le thème du dossier. Des recettes de petits fruits rouges, mais aussi de pêche, d'abricots et même de légumes comme la tomate. Ce numéro est accompagné d'un calendrier des récoltes présenté sous la forme d'un poster détachable. En un seul coup d'œil, il vous indiquera les meilleures périodes de cueillette de 20 fruits et de 20 légumes en fonction de leur utilisation. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour mettre en pratique nos conseils qui vous permettront de passer un été en toute sérénité. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Un jardin, un potager, une cabane et quelques poules, bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, merci pour votre fidélité. Voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Au cœur de l'été, le potager produit à plein régime et les paniers sont bien garnis. Mais un jardinier avisé prépare d'ores et déjà les cultures de cet automne en effectuant maintenant les semis de légumes qui profiteront de l'été pour pousser. Toute la rédaction de Rustica a pensé qu'il serait judicieux de vous apporter les conseils pour réussir les semis d'été. Le dossier de cette semaine, intitulé « Les semis d'été au potager », vous apporte les astuces pour réussir la culture des légumes que vous allez récolter dès la rentrée prochaine. À quel moment faut-il les semer? Comment préparer les jeunes pousses à affronter les brûlants mois de juillet et d'août? Toutes les réponses sont dans ce numéro. Mais ces légumes, justement, quels sont-ils? Il s'agit des carottes, des salades d'automne, de la mâche, des haricots et même des pois qui se sèment jusqu'à la fin juillet. Un semis un peu particulier, un semis en poquet, comme nous le précise Hubert Fontaine. Les principaux légumes qui se sèment en poquet dans le potager, ce sont les cardons, les haricots, les fèves. Et ici, nous allons semer des pois et des pois à rames. L'espacement des poquets, c'est-à-dire qu'on va faire des petites cavités avec une serfouette tous les 40 cm d'espacement. Voilà, maintenant on va passer au semis. En principe, on met entre 4 et 5 graines par trou, par poquet. Voilà, c'est approximatif, même s'il y en a un petit peu de plus, c'est pas bien méchant. Donc on répartit toutes les graines dans les trous. Reste plus qu'à recacher les graines avec de la terre douce par-dessus. Donc là, il s'agit de pois, mais c'est valable aussi pour d'autres légumes, comme les haricots, les fèves et les cardons. Ici, il s'agit de pois à rames, donc on va mettre les rames après par la suite. Et puis l'autre avantage du semis en poquet, c'est que ça va être beaucoup plus facile pour travailler son sol entre cette culture. Et puis si c'est un légume qui a besoin d'être buté, ce sera beaucoup plus facile pour récupérer la terre. C'est bientôt les vacances et si vous n'avez pas la chance de partir sous d'autres latitudes, d'aller visiter des paysages exotiques, pourquoi n'inviteriez-vous pas l'exotisme dans votre jardin? Le choix des végétaux, des matériaux, des ornements et surtout leur mise en scène peut parfois suffire à créer un décor exotique et dépaysant. Pour voyager sans sortir de son jardin, voici quelques conseils d'aménagement qui vous permettront de créer un décor original. Un décor inspiré d'une île déserte, un jardin façon Robinson. Pour réussir l'aménagement d'un jardin Robinson, inspirez-vous des ambiances de bord de mer et invitez l'eau dans le décor en utilisant la présence d'une rivière ou d'un plan d'eau, voire en réalisant un bassin. Agrémentez-le d'un ponton ou d'un quai en bois qui invite inexorablement au voyage et évoque l'atmosphère maritime.
dompter le relief existant ou créer des variations de niveau en vous aidant d'enrochements qui métamorphoseront un banal talus en sentier côtier ou en calanque. Et n'oubliez pas d'isoler cette lande paradisiaque du reste du jardin en disposant un rideau épais de roseaux ou de bambous. Quelques matériaux rappellent l'esprit bord de mer et les méandres d'une rivière, à commencer par les rochers entremêlés de souches ou de troncs d'arbres, si possible en bois flotté. Pour habiller le sol, utilisez des galets de différentes tailles disposés en nappes sinueuses à la manière d'une grève et surtout du sable. Répandez-le à même le sol sur plusieurs dizaines de centimètres après avoir déposé un feutre de jardin imputrescible pour éviter qu'il ne se mélange à la terre. Vous obtiendrez ainsi une vraie plage de sable blond où vous pourrez poser serviettes et chiliennes. Dépaysement et détente garantis, surtout si en fermant les yeux, le vent fait chanter les feuillages. Les graminées et leurs silhouettes gracieuses sont les compagnes incontournables des décors exotiques. Peu exigeantes et faciles à vivre, elles conviennent en toute situation et pour tous les climats. En se faufilant parmi les galets et le sable, les plus basses d'entre elles, comme le cheveu d'ange ou la lusule, rappellent les paysages des dunes. N'oubliez pas non plus les quelques essences les plus emblématiques des régions méditerranéennes qui évoquent si bien le bord de mer, comme le figuier, mais aussi le pin, dont la couronne filtre les rayons du soleil en projetant son ombre sur le sable. Et tentez, si l'idée vous séduit, le palmier de Chine, l'un des seuls à résister à moins 15 degrés. Côté déco, cultivez l'esprit des îles lointaines en articulant le décor autour d'une cabane de pêcheurs construite sur pilotis et ensevelie sous une végétation exubérante. Agrémentez-la de meubles en bois de fabrication rudimentaire et décorez-la d'accessoires évoquant la pêche. Vous pouvez même jouer la carte de l'évasion extrême en disposant des objets suggérant l'échouage d'improbables navigateurs, cordages, ancres marines et malles de flibustier. Tout cela sous le regard complice du perroquet du capitaine. Il ne vous reste plus qu'à trouver un coin dans votre jardin, une centaine de mètres carrés suffisent pour créer ce décor de rêve, jouer les Robinson et voyager loin, très loin, sans jamais sortir de chez vous. Depuis quelque temps, de nouveaux résidents investissent le jardin, les poules. Utile pour éliminer les déchets d'origine organique, une poule peut ingurgiter jusqu'à 150 kg de détritus par an. Une poule va également tous les matins vous gratifier d'un œuf frais. Mais accueillir une poule ne s'improvise pas. Avant de choisir l'espèce que nous verrons dans le prochain numéro de Rustica Mag, il faut lui procurer un gîte approprié. Jean-Claude Périquet, spécialiste en France des petits animaux d'élevage, nous révèle les points clés pour bien choisir et bien installer un poulailler. Si on n'est pas bricoleur, il faut savoir qu'il existe chez les revendeurs de matériel avicole toute une gamme de poulaillers de toute taille et de toute forme. Celui-ci est un poulailler de taille moyenne qui convient très bien pour un coq et 2 ou 3 poules naines. Sa particularité, il est donc posé sur le sol, ce qui permet aux volailles de pouvoir manger de l'herbe. Il est composé de 2 étages. Le deuxième étage est un endroit où les poules peuvent dormir la nuit et pondre la journée. Tout se fait de l'extérieur. Il y a une mangeoire qui se remplit de l'extérieur, un abreuvoir également, et les œufs peuvent être ramassés à l'aide de petites trappes que l'on ouvre sur le côté. Ce poulailler peut être déplacé afin que les poules aient toujours de l'herbe à leur disposition. Vous veillerez à ce qu'il soit en partie exposé au soleil. Il faut essayer de placer ce poulailler à l'abri des pluies et des vents dominants. Au besoin, on met une petite plaque de verre pour les protéger un petit peu. Alors pour l'installation d'un poulailler fixe, il faut déjà, première chose, voir si on a besoin d'un permis de construire. Les poules ont aussi besoin d'espace pour gambader. Alors autour du poulailler, on peut également créer un enclos, un parcours extérieur dans lequel les poules pourront se promener librement. Alors en liberté, il y a quelques risques. Les risques sont de plusieurs sortes. Déjà des risques de prédation vis-à-vis d'animaux tels chats, chiens, fouines, renards.
Il y a des risques aussi qu'elles viennent un peu picorer votre potager. Pour protéger les poules des prédateurs, le poulailler doit être solide et hermétique. Une bonne solution consiste à mettre autour de votre élevage une clôture électrique, genre clôture électrique à vache. Là, ça dissuade beaucoup de prédateurs terrestres. Contre les prédateurs ailés, l'essentiel, c'est de mettre un filet au-dessus de votre parcours et de vos installations qui empêcheront les rapaces de venir manger vos poules, qui empêcheront corbeaux et pies de venir manger les œufs. Mettez de la paille ou des copeaux dans le poulailler à l'endroit où les poules dorment. La litière souillée par la fiente donnera un bon engrais au potager. Produire un engrais pour le potager, voici un argument supplémentaire qui devrait vous convaincre d'adopter une poule. Le potager, justement, il ne se cache plus. Il est de plus en plus fréquent de l'installer à proximité de la maison. Un dessin bien pensé, des accessoires et des ornements bien choisis. Et voici qu'il se hisse au rang d'éléments décoratifs majeurs du jardin. Démonstration. Traditionnellement relégué au fond du jardin et clos par des haies épaisses, le potager s'agrémente aujourd'hui de jolies clôtures en bois de châtaignier ajouré. Ça lui donne un côté chic, très élégant et un aspect très gracieux. À la base de la palissade, vous allez pouvoir fixer un grillage à mailles très fines de manière à empêcher les lapins de venir chaparder vos récoltes. Pour circuler aisément dans votre jardin, vous allez créer des allées principales. Elles seront d'une largeur de 1 mètre, engazonnées, de manière à pouvoir circuler facilement avec une brouette par exemple. N'oubliez pas de les border avec des plantes aromatiques comme du thym ou ici de la sauge. Et surtout, installer des planches profondément enfouies dans le sol, des planches imputrescibles, qui permettront de retenir la terre et de délimiter les différents espaces. Les allées secondaires d'une largeur de 40 cm peuvent être couvertes, comme ici, de sable, mais vous pourriez aussi utiliser des copeaux de bois ou des paillettes, de la paillette de lin par exemple. Elles vous permettent d'accéder à l'intérieur du potager, à l'intérieur même de vos cultures, mais elles vont vous permettre aussi de délimiter les différents carreaux dans lesquels vous allez cultiver les légumes. À l'intérieur de chaque carré de culture, vous allez pouvoir créer 2 plates-bandes distinctes. Et pour cela, vous allez utiliser une planche en bois. Une planche que vous allez poser tout simplement sur le sol, comme ceci. Elle vous permettra d'accéder facilement aux légumes pour effectuer les récoltes ou l'entretien du sol, mais aussi vous pourrez marcher sans jamais tasser la terre. Pour embellir la face intérieure de votre clôture, pourquoi ne pas planter des cordons d'arbres fruitiers? Et puis aux 4 angles, mettre en place une structure, un tipi par exemple en châtaignier, sur lequel vous allez palisser des rosiers ou pourquoi pas de la vigne. Et petit détail très décoratif, regardez là-haut, ce joli pommeau en laiton. Enfin, pour donner du relief à votre potager, n'hésitez pas à jouer sur les hauteurs de légumes en alternant les silhouettes hautes avec les silhouettes basses. Et surtout, utilisez des structures décoratives réalisées à partir de bambou. Ici, ce support permet de palisser des haricots ou par exemple des cornichons. Tiens, ceux-là, ils sont prometteurs. Et voilà, vous n'aurez plus aucune raison de cacher votre potager. Sachez que celui-ci, d'une surface de 250 m², va pouvoir produire des légumes frais pendant toute une saison pour une famille de 3 à 4 personnes. Produire des légumes tout en décorant son jardin, associer le plaisir des yeux au plaisir du palais, le potager ne manque pas d'arguments pour vous convaincre. Il a d'ailleurs séduit bon nombre de jardiniers à travers la France. C'est ce que révèle le prochain numéro de Rustica, un numéro double qui conjugue terroir et jardin. En effet, Rustica vous propose lui aussi de faire le Tour de France. Le Tour de France des potagers. Région par région, vous découvrirez les potagers les plus prestigieux et les plus célèbres, mais aussi des potagers plus modestes, à dimension humaine et de taille familiale. Pour chaque lieu, le tour du propriétaire, les conseils de jardinier, les légumes emblématiques vous seront indiqués afin de vous donner des idées pour vos futures plantations au potager. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin ou plutôt au potager pour semer les légumes qui vous régaleront dès la rentrée prochaine. Et bien entendu, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.